Nous allons poursuivre donc avec Sébastien Delia, Jacques Pichon, Antoine Le Riche. Vous avez évoqué, Mme Bagnury, le temple grec, avec de la vraie pierre de taille et pas de la taille en parement comme ont pu le faire les Romains, et qui de fait dure beaucoup plus longtemps. Et donc ce sont les tailleurs de pierre qui viennent nous parler. Voilà, prenez la place. Bonjour à toutes et tous. Tout d'abord, merci à l'Institut de la Pierre, Yann Le Bihan, et plus largement tous les organisateurs de nous avoir invités. On va faire une petite présentation sur un petit projet qu'on a fait avec Jacques Pichon, Atelier Savoir Pierre, et avec l'architecte Antoine Le Riche, qui travaille au cabinet Boucher de la Bouverie. Et le but de cette courte présentation, ce petit chantier, c'est justement de un peu expliquer c'est quoi l'atout d'un artisan tailleur de pierre dans la construction en pierre massive. Je vais commencer par me présenter. Sébastien Delia, je suis artisan tailleur de pierre. Moi, je suis spécialisé dans la pierre massive depuis quelques années maintenant. Voilà. Et après, j'ai eu par contre un parcours de tailleur de pierre classique, CAP, BP, BTMS pour ceux qui connaissent. Voilà. Et après, on va voir Jacques qui a le même parcours, mais qui s'est spécialisé dans la taille de pierre plutôt classique. Et on aura son regard sur un chantier de pierre massive. Voilà. Ok, je vais commencer à vous présenter ma boîte. Du coup, Delia Construction Pierre, j'en ai parlé. J'ai quand même fait quelques chantiers maintenant. Une maison à Nancy avec le studio Ladin. Une maison de santé ici aussi avec le studio Ladin en Moselle. Et plus récemment, un restaurant scolaire aussi qu'on a fait en pierre de Noyon. Donc, ils sont là, je tiens à le dire. Voilà. Je vais être assez bref parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et on va se concentrer sur le projet. Et je passe le micro à Jacques. Bonjour à tous, donc Jacques Pichon, tailleur de pierre. Donc, même cursus que Sébastien, CAP, BP, le plus classique du tailleur de pierre. Donc moi, ça fait 3 ans que je suis à mon compte, effectivement plus orienté sur la restauration du patrimoine. Un secteur qui se situe en Basse-Normandie, où je travaille beaucoup avec les architectes, mais du coup, on est plutôt sur ou de petites communes avec des interventions restauration assez classiques. Donc, comme vous pouvez voir, hein, création de lucarnes, cheminées, baptistères, tous ces ouvrages, plus en restauration que du coup en création et en pierre massive. Donc voilà. Donc Antoine Le Riche, chef de projet architecte chez Boucher de la Bouverie Architecte. On est axé sur exclusivement le logement collectif et les équipements publics, où justement on essaie de développer le plus possible les matériaux un peu responsables et une démarche dans ce sens. Et le projet de la mairie de Marolette était notre premier chantier en pierre massive. Et pour nous, ça a été le choix de base et ce qui a même permis d'être retenu sur ce projet, et donc qui, de notre côté, demande à ce que aussi les soient aussi sensibles à ce type de construction dans une localité où on se retrouve sur un paysage rural vraiment prononcé, puisqu'on est dans un tout petit village de 300 habitants, et de réinvestir par des matériaux écologiques et responsables, ça a été pour nous une logique importante et qui n'a pas du tout posé de problème du tout dans la temporalité du projet, hormis, disons, sur l'appel d'offres qui a duré plus de 8 mois pour un petit projet de cette envergure. On est sur un projet qui a coûté 350 000 € hors taxe pour l'ensemble des lots, ce qui est vraiment très peu. Et le fait est qu'on a eu des lots infructueux, dû revoir le projet sur des changements de toiture, etc., pour réussir à rentrer dans le budget. Et ça a été, disons, la contrainte la plus problématique au-delà du chantier, simplement parce que sur des budgets aussi faibles, si on peut dire, pour des équipements publics, on a quand même réussi à vouloir tenir ce choix de la pierre, mais qui a obligé de faire des concessions et un temps de travail beaucoup plus prononcé sur le chantier, sur le projet, pardon. Et par ailleurs, par rapport au choix des entreprises, ça a été aussi la volonté de travailler avec des gens qui étaient inscrits dans le territoire, et notamment aussi via Jacques, mais aussi de permettre une cohérence entre les différents corps d'État, puisqu'on avait
on avait un projet où on était à la fois sur des murs en pierre avec linteau béton et sous-bassement béton, et donc des interactions très fortes à assumer au niveau, des façades, ce qui a été un choix un peu délicat, mais qui a été fortement porté par les entreprises directement. Du coup, moi, on va dérouler le chantier et après, on fera un peu une conclusion pour vous présenter un peu les choses. Nous, on va parler du coup de notre lot pierre. Ça a commencé, c'est le fondateur du cabinet, Romain de la Louvrie, un des fondateurs de la cabinet qui m'a contacté en me disant, voilà, il y a un appel d'offres pour de la pierre dans la Sarthe. Est-ce que tu veux répondre au chantier? Je regarde un peu le truc. Je vois, ok, c'est intéressant. Je dis, je connais un gars qui habite pas loin, qui a son activité. Et je connaissais Jacques. Je lui dis, est-ce que ça te dit de répondre au chantier? Je lui dis, écoute, moi aussi, j'étais au courant, mais j'étais un peu hésitant. Tu connaissais pas trop la pierre massive. On a dit feu. On a répondu au chantier. On a eu l'appel d'offres. Hein. Du coup, ça allait très très vite. Hein. Petit projet, 30 mètres cubes de pierre, ça allait relativement vite. Voilà, première chose, on en a parlé plusieurs fois aujourd'hui, les contraintes du matériau. C'est de faire notre appareil. Première chose, hein, c'est le premier objectif. Du coup, visite de carrière, prise en compte de la nature du gisement et aussi des moyens de production. Ça a été dit avec la carrière de Noyant. La qualité du gisement et les manières de produire, de transformer la pierre vont être des choses qui vont être prises en compte même avant d'appareiller. À savoir que sur le PCE, il n'y a pas d'appareil, il y a des murs, c'est marqué lot pierre massive et après on se débrouille. C'est très bien comme ça d'ailleurs. Voilà. Voilà. Et ensuite, ça va très vite, hein, on fait un appareil. Moi, sur je suis parti sur une 3D directement. J'ai extrait mes plans DD, il y a quelques détails. On a une petite réservation pour une chaînage béton. Bon, sur ce chantier-là, on va dire que la structure n'est pas optimisée. On a l'ingénieur maîtrise les responsabilités. Il s'est pas trop pris la tête. Voilà, on va dire ça. Mais nous non plus, pour le coup, on n'a pas insisté. Du coup, des murs de 30. Voilà, quelque chose de relativement simple. Faut savoir que là, l'appareil, du coup, de l'OS, on n'a pas passé par 10 000 versions, vous voyez. 4, et c'était plus parce qu'on avait une gravure, on a changé le style de gravure. C'est plus ça qui a changé les plans. Du coup, ça allait très vite. Hein. L'appareil était réglé en quelques semaines, à vrai dire. Et on a eu le chantier l'OS, on a eu à Noël 2024. Et on fait la première réunion de chantier début janvier, je crois. Et les plans, ils étaient terminés fin janvier, mi-février. Par là, la production était lancée. Voilà, ça allait assez vite. Voilà. Et la partie logistique et fourniture, c'est du coup Jacques Calais, un éco-traitant, hein, au chantier. Et du coup, voilà, je lui passe la parole. Ok, donc pour la partie logistique et donc exécution là sur ça. Alors, l'avantage de l'artisan tailleur de pierre, souvent, c'est qu'il a son réseau de carrière. On est habitué, on est des clients fidèles, en tout cas pour ma part. Et du coup, j'avais de très bons contacts avec la carrière qui nous a suivis, donc France Pierre Poitou-Charentes pour le féliciter. Ce qui nous a aussi permis d'avoir des échanges extrêmement fluides tout le long. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu de loup, il n'y a pas eu de loupé non plus. Sébastien, comme il a réussi à établir tous les calepins très rapidement, les feuilles de débit ont suivi également très rapidement. La production s'est déclenchée le lendemain même où on a eu la validation. Donc toute l'exécution en fait s'est déroulée pour le coup très très bien. Les loupés arrivent après. Donc faut savoir que là production faite, première livraison. La livraison a commencé au mois de mai. Je ne vais pas vous faire le dessin du pont des mois de mai. Les livreurs, enfin les transporteurs qui du coup ont d'autres priorités. Mais voilà, malgré tout, on a réussi à le faire. Et en tant qu'artisan et en tant que pratiquant au quotidien de notre métier, pour nous, le secret de ce chantier-là, vu que c'était un chantier à notre échelle, c'était l'organisation et surtout le pragmatisme. Le pragmatisme, parce qu'il fallait qu'on soit hyper efficace. Le chantier, on l'a tombé à 2 en 3 semaines. Oui, 2 semaines et demie avec les jours fériés. Mais donc ça supposait une organisation qui était relativement millimétrique. C'est-à-dire qu'on a optimisé tout l'espace qui nous était disponible. Donc on avait au final très peu de mouvements. C'est-à-dire qu'on avait notre télescope tourelle qui était posé là, l'espace de stockage qui était devant le télescope et toute la zone de chantier était du coup acheminée par
une seule machine. On n'avait pas de reprise particulière. La carrière, du coup, a suivi nos instructions et a posé, du coup, tous les blocs dans le sens où nous, on devait les mettre en place. C'est-à-dire qu'on n'avait pas de manutention ou très très peu de manutention. Donc, une optimisation de la chaîne de production jusqu'à la pose qui, pour nous, était parfaite. Donc, la mise en œuvre. Voilà. Donc, vous avez les photos du chantier en cours avec la pose du pignon. Là, il faut savoir que, donc, comme on l'a dit juste avant, en 2 semaines et demie, en gros, on a tout tombé à 2. Je pense qu'on s'est plutôt pas trop mal débrouillé. Antoine nous le dira. Mais voilà. Alors, je pense pouvoir dire de mon œil de tailleur de pierre qui fait beaucoup plus de restauration que de la pierre massive, c'est que la pierre massive, c'est vachement facile en fait. Non, mais vraiment, je veux dire, on arrive, on pose, ça colle. La plus-value qu'on a, nous, en tant que tailleur de pierre, c'est la précision. J'ai mis cette photo-là pas du tout de manière innocente. C'est un peu notre fierté du chantier. C'est que lorsqu'on a posé le pignon, en faisant nos relevés de cote, et du coup sur l'implantation, on avait moins d'un demi-millimètre de décalage par rapport au plan. Je vous mets au défi, tous, de faire pareil. La chance n'est pas un hasard. Exactement, c'est de la réussite, c'est pas de la chance. Mais voilà, donc là-dessus, notre chantier a déroulé parce qu'on est des hommes de métier d'expérience, parce qu'on connaît très bien notre matériau, parce qu'on est sur le terrain tous les jours et qu'on a pu anticiper tout ce qu'il y avait à anticiper. Le chantier a déroulé de A à Z, beaucoup sans problème. C'est-à-dire que sur le chantier, on n'a pas eu un coup de chemin de fer, on n'a pas ravalé. Antoine pourra témoigner. Ce qui a été fini était fini. Pas de reprise, rien du tout. Et du coup, je laisse Antoine prendre la suite. Donc sur ce projet, ce qui a été aussi un peu particulier, c'est qu'on avait quand même la mission OPC du fait de la petite taille de ce projet et qui a été, comme ils ont très bien dit tous les deux, c'est qu'on savait que la pierre était la question principale par rapport à ce projet, notamment par rapport à la préfabrication. On ne pouvait pas se permettre de mettre en retard par rapport aux commandes de pierre, qu'on aurait pu tout décaler. Et du coup, c'était assumé de vraiment, parce que les entreprises ont joué le jeu, notamment avec le maçon, où j'étais assez étonné de voir les relations qu'ont entretenues les entreprises entre elles par rapport à ce projet-là, et notamment sur des petites subtilités qu'on peut avoir, notamment sur le fait que tous les chaînages verticaux qui ont été la réflexion sur le calfeutrement, ou même sur la reprise du linteau béton pour la protection de la pierre, et éviter justement que qu'on puisse avoir ce qu'on voit de temps en temps, c'est que la pierre change de couleur, et ce genre d'éléments ont été vraiment important de voir aussi la qualité des artisans sur ce sujet-là et entre les entreprises en elles-mêmes, et de jouer le jeu. Parce qu'il faut aussi savoir que sur des projets comme ça, déjà sur du marché public à ces niveaux de marché, c'est pas toutes les entreprises qui souhaitent y répondre. Déjà par rapport au côté administratif, c'est assez lourd, vous le savez très bien, mais c'est qu'on a réussi à on a tombé sur des entreprises qui étaient quand même consciencieuses de vouloir se creuser un peu la tête sur un sujet qui était un peu particulier, même sur une question de coordination de projet. Donc pour moi, c'était en soi un projet assez intéressant et qui a vraiment filé, on peut dire, en tout cas sur tout ce qui va être gros œuvre et clos couvert, on va dire. Et après, on va prendre des questions assez rapidement, mais ce que je voulais mettre un peu en avant là, durant cette brève présentation, ce tout petit chantier finalement qui paye pas de mine, je trouve qu'il a un peu de gueule quand même, mais voilà, c'est que un architecte demain, il veut faire de la pierre, il n'a pas besoin d'avoir lu l'encyclopédie des métiers de la pierre. Il peut faire appel aussi à des sachants, des artisans tailleurs de pierre. Nous, on se prétend pas architecte, hein. Moi, je suis pas architecte, je suis pas ingénieur non plus. On a parlé des ingénieurs aussi tout à l'heure. Mais les ingénieurs, les architectes sont pas des tailleurs de pierre aussi. Et chacun a un peu ses compétences, son savoir-faire, et on doit collaborer ensemble pour faire sortir les projets. Et en fait, ce chantier, il a été fait avec une énorme facilité. Hein, en fait, finalement, tout a été fluide. Et pour une maîtrise d'œuvre, pour le coup, qui a jamais fait de pierre, ça allait, quoi, je pense. Voilà. C'était les autres lots après. Mais voilà, du coup, on a pu préconiser la bonne pierre. On a mis des pierres en soubassement avec des caractéristiques différentes, tout en respectant les normes, etc., etc. On a supprimé des choses. Il y avait
on en parlait tout à l'heure, il y avait des plumées à l'intérieur des murs pour reprendre des aplombs des murs au niveau des menuiseries. On dit non, il n'y a pas besoin de refaire des plumées propres, la pose, elle sera bonne. Et pas de ravalement, tout est brut de sillage. Et voilà, tout s'est bien passé, quoi. Et du coup, moi, c'est un peu mon credo, c'est que le tailleur de pierre, il fait l'appareil, il peut organiser du moins la taille et il fait la pose. Et à la pose, on a eu de la taille quand même parce que des fois il y a des erreurs, la carrière fait des erreurs. Et ben nous, on peut reprendre sur place. Du coup, ça nous a pas bloqué. Surtout le chantier, même on a eu un caillou du coup qui a eu un défaut. Au dernier jour de la première phase de chantier, on a vite retaillé le caillou. On n'a pas pris de retard sur le programme. Et du coup, moi, je suis spécialisé en la pierre massive, du coup, je connais un peu. Mais du coup, Jacques, il est artisan tailleur de pierre classique. Il n'a jamais fait de pierre massive. Il a juste fallu que je lui donne quelques clés, quelques notions, des choses à anticiper, etc. Et c'était c'était un poisson dans l'eau. Et comme j'ai dit, à deux semaines et demie de boulot, voilà, on peut pas rêver de mieux. Et que un archi qui a un petit projet dans un territoire, il y a des artisans qui sont là. Peut-être qu'il faut les aider un peu à se décoincer. C'est vrai que ProRock, ils en ont parlé tout à l'heure, qu'il y a des tailleurs de pierre qui ont soit snobé un peu la pierre massive, soit ils n'ont pas voulu y aller. Mais en plus, c'est qu'on n'a pas besoin de beaucoup de moyens. C'est-à-dire qu'un artisan tailleur de pierre, il peut s'attaquer à la pierre massive. On loue un engin, on sait faire des calepins et feu, quoi. Voilà. Voilà. En fait, on en fait tout un truc. Parfois, la pierre massive, bon, il y a des détails, son ingénierie, il y a des choses qu'on peut pas faire en pierre, c'est sûr, mais il faut pas en faire une montagne, je pense. Voilà. Surtout qu'il y a des gens qui ont un savoir-faire. Voilà. Je me permets juste de rebondir sur ce que dit Sébastien. C'est vrai, faut pas, pour les tailleurs de pierre qui connaissent pas la pierre massive, il n'y a pas en fait de difficulté particulière. Après, c'est un dialogue à avoir. Moi, en tant qu'artisan tailleur de pierre, je ne me serais pas permis de supplanter l'architecte. Ça a toujours été un dialogue entre nous tous. Et s'il y a un ingénieur, il faut parler avec l'ingénieur. C'est du moment où il y a du dialogue, en fait, n'importe quel artisan tailleur de pierre est tout à fait capable de répondre à un projet comme ça. En soi, il n'y a pas de difficulté particulière. Par contre, nous, notre savoir-faire, on a une vraie plus-value parce que, comme dit, on a tombé ce chantier-là à deux en 2 semaines et demie. C'est juste parce qu'on a une bonne organisation, on a une bonne connaissance du matériau, on a su faire les bonnes préconisations au bon moment. Mais ça, c'est notre métier qui nous le permet. Et je pense que c'est en travaillant ensemble que, du coup, on arrive à faire des projets qui, à échelle humaine en tout cas, peuvent être un succès complet. Merci. Merci de rappeler les fondamentaux de l'œuvre collective à l'heure où il n'y a plus de Léonard de Vinci, effectivement, où nous avons tous besoin de travailler ensemble. Voilà, ça fait vraiment du bien. Ça vibre dans la colonne vertébrale. Il y a des questions, puisque nous avons récupéré le temps par rapport au débordement de ce... On est efficace, hein. 2 semaines et demie. Vous êtes trop fort, vous êtes trop fort. Et tout à l'heure, on parlait de l'apologie du diviser le temps par 2. C'est aussi un des points de l'économie du chantier en pierre, en technique sèche. C'est qu'effectivement, quand on accumule les choses, on peut gagner de l'argent avec des temps de chantier raccourcis. Donc ça, c'est un truc qu'on avait bien déjà souligné lors des 3 dernières éditions. Dans l'ordre que vous voulez, les bras se lèvent. Et nous avons du temps avant que Michel ne vienne conclure. Oui, bonjour. Vous pouvez nous rappeler l'affectation en fait, de ce bâtiment et est-ce qu'il n'y a eu aucune finition à l'intérieur? Si, c'est un bâtiment pour une mairie. En fait, c'est une toute petite mairie qui est à un petit local qu'on lui prêtait. Et du coup, la mairie voulait avoir un espace pour justement pouvoir faire des petits rassemblements pour le village. Et du coup, ça sera la future mairie du bâtiment. Enfin, de la commune, pardon. Et du coup, normalement, je crois qu'il y avait des photos à l'intérieur. Ah non. D'accord. Non, à l'intérieur, on avait fait le choix pour ce bâtiment. Si vous voulez, c'est une toute petite mairie, hein, donc on est sur un ouvrage de 140 mètres carrés. On a simplement un secrétariat, une office qui sert de cuisine, une salle de conférence, et une salle archive, et cabinet, et sanitaire, etc. Donc vraiment très très sommaire comme projet. Et on a simplement repris le principe de bâtiment. Il y a une photo de l'intérieur, justement, on a une charpente sans entrée qui est justement pour avoir de la hauteur dans la salle de réunion. Et donc, on se retrouve avec cette forme de toiture très prononcée, justement, qui a fait une assez belle salle à l'intérieur. Mais non, effectivement, le bâtiment... Et du coup, la mairie qui sert aussi d'abribus, puisque c'était l'emplacement du passage du ramassage au scolaire, et de pouvoir avoir aussi cette placette qui serve pour la vie du village. On
poursuit les questions. D'ailleurs, si vous voulez plus de photos, vous pouvez aller sur les réseaux. Hein. Et il y en a pas mal. Les Bouchers de la Bouverie, justement, vous avez publié des photos sur les intérieurs et tout. Ouais. Et moi, sur mon compte, même Jacques aussi, il y a plus de photos sur le procédé et tout, etc. Allez-y. Oui, c'est plutôt un commentaire. Est-ce que d'avoir une grosse voix, ça facilite le nombre de dessins? Bah forcément, forcément. Non, merci. Non, c'était juste pour savoir. Donc, vous avez un 350 000 € pour 140 mètres carrés. C'était juste pour confirmer vos prix, d'accord. C'est tout, hein. C'est pas la pierre. Hein. Qu'on soit bien d'accord. J'aurais bien aimé, mais. Oh, bah, Ce qui a été vraiment compliqué, c'est que le premier appel d'offres, on n'a pas eu de réponse sur le lot Charpente, qui était quand même l'un des plus gros lots à avoir, ce qui a posé un énorme problème parce qu'on n'avait aucune visibilité sur l'aspect global du chiffrage du projet. Et ça, quand on a relancé l'appel d'offres, on a du coup fait du démarchage, hein, en architecte, de faire du démarchage justement pour essayer de recevoir les entreprises. Et là, on a dû aussi raboter après le deuxième appel d'offres et 2 tours de négociation pour réussir à dans le projet. Donc, on a par exemple la façade arrière qui est uniquement en bardage, donc qui donne sur les champs, et la toiture qui devait être aussi en tuiles. Ça a été un choix pendant le dossier marché. On est passé en fibrociment, choix assumé dans un langage agricole et de retrouver ce langage agricole qui ne nous a pas choqué, mais un combat avec la mairie. Mais on préférait privilégier la pierre. Et c'était un choix assumé de dire on préfère vous livrer un bâtiment en pierre qui durera dans le temps que de vous bazarder un bâtiment en parpaing ou même un bâtiment en bardage bois qui va griser ou ce genre de choses. Et maintenant, la mairie commence à l'assumer. Mais effectivement, ça a été un vrai problème. Et si on a eu la chance de pouvoir, on va dire, se rattraper au moment de l'appel d'offres sur ce sujet-là, c'est aussi qu'on était dans un projet où on n'avait pas de PLU. Il n'y avait pas de PLU, on était juste sur les règles d'urbanisme. Et on a pu varianter ce sujet de toiture par cette légèreté administrative derrière. Parce que sinon, on aurait été bloqué. Je pense qu'on aurait pu repartir pour 6 mois pour trouver une solution ou alors abandonner complètement la pierre. Et juste pour conclure, enfin pour ma question, hein, pas le. Et donc ça, et tu reprendras la pierre dans le futur pour d'autres projets. Est-ce que vous avez d'autres projets en pierre maintenant? Non, là on a essayé d'en sortir un. On a encore un appel d'offres, mais c'est une volonté de pouvoir continuer, pas uniquement sur la pierre, mais de pouvoir aussi, comme ça l'a été dit plus tôt dans l'après-midi, de pouvoir mixer aussi les matériaux et d'avoir aussi une réflexion sur chaque mode constructif au bon endroit. Mais effectivement, c'était une vraie volonté et de aussi pouvoir travailler avec des entreprises où on se rend compte de la facilité de travail que ça procure. C'est aussi plaisant en tant qu'architecte de voir un chantier qui roule aussi parce qu'on sent les gens concernés et qu'on apprend aussi sur le chantier. Est-ce qu'il y a d'autres bras qui se lèvent? Oui. Donc, Thomas Georges, donc GMH, un groupe des monuments historiques de France. Je voulais vous remercier, ça fait du bien d'entendre des sachants parler du métier et ça fait du bien d'entendre qu'il y a encore des personnes qui connaissent les bases du métier. Faut pas oublier que l'homme a plus de 1000 ans d'expérience dans la construction en pierre. Effectivement, il y a une bonne centaine d'années qu'on a oublié cette technique-là. Et j'ai l'impression qu'en 100 ans, on a oublié les bases parfois et on a l'impression de repartir de zéro aujourd'hui en faisant ce genre de colloque. Et donc, faut pas oublier que il y a encore des sachants comme vous, des tailleurs de pierre, et des entreprises qui sont spécialisées. Il y a eu des confusions entre le tailleur de pierre et le maçon, ce sont des métiers différents, complémentaires mais différents. Et donc, ça fait du bien d'entendre des sachants. Et j'aimerais juste passer le message, de dire que nos entreprises existent encore, des entreprises vraiment spécialisées dans la maçonnerie de pierre, dans la maçonnerie et dans la taille de pierre. Et je pense qu'il faut qu'on travaille ensemble parce que j'ai l'impression que parfois les bases sont un peu oubliées, ne serait-ce que dans l'appareillage des pierres. Il y a juste dans l'appareillage des pierres, on peut déjà répondre à certaines contraintes. Et donc, j'aimerais vraiment qu'on arrive à retisser le lien entre les entreprises MH qui se tournent vers la construction en pierre massive, mais aussi que les acteurs de la pierre massive n'hésitent pas à venir vers nous, entreprises du patrimoine, entreprises des monuments historiques, parce qu'on a toujours cette expérience. On restaure depuis des centaines d'années des monuments, donc on connaît les failles et les faiblesses de la conception de l'époque. On connaît aussi les problématiques d'évolution des techniques, des métiers sur les monuments qui ont été apportés au fil des années. Je parlais tout à l'heure
des reconstructions des édifices en béton après-guerre, etc. Aujourd'hui, on connaît les problématiques que ça peut engendrer. Donc, je pense, profitons tous de notre expérience. L'homme a construit en pierre depuis 1000 ans, plus de 1000 ans. Ne l'oublions pas et inspirons-nous de ça. Je vais juste passer ce message. Merci pour ce message. Et oui, pour rebondir dessus, c'est que le tailleur de pierre, en fait, on a notre nom de métier, il nous joue défaut, hein, parce qu'en tailleur de pierre, il fait quoi? Il taille des cailloux, quoi. En fait, le tailleur de pierre, il fait tout ce qui concerne son matériau. Il peut faire de la marmorerie fine, il peut faire de la construction, il peut faire de la gravure, mais en tout cas, il a la connaissance pour faire toutes ces études, dessins géométriques en amont, et aussi la mise en œuvre. Le tailleur de pierre, il n'est pas juste à l'atelier à tailler des cailloux. Alors, il y a des entreprises qui fonctionnent différemment, mais tout tailleur de pierre a des notions de dessin, de taille et de pose. Ok? Et c'est pas parce qu'il n'y a pas de moulure sur un chantier que c'est pas intéressant. Il y a tout le travail qui est derrière. Après, on est tous animés par des choses différentes. Moi, j'adore tout le boulot qui est en amont des projets, et après être sur le chantier et de voir tout se construire. C'est ça qui me fait vibrer. Après, je sais qu'il y a des tailleurs qui sont plus sensibles à faire de la taille fine, etc. Mais n'hésitez pas, ingénieurs, architectes, à aller vers les pierreux, quoi, au sens large, parce qu'ils ont le savoir-faire. Voilà, c'est tout. Merci pour ce complément. Encore une fois, l'objectif de ces colloques, c'est de voyager. On l'a fait beaucoup en France aujourd'hui. Les autres éditions, nous étions partis à Jérusalem, on était partis en Italie, on était partis à Londres, discuter aussi de ce qui se faisait côté Outre-Manche. Aujourd'hui, on n'a pas pu faire venir nos amis d'Espagne qui devaient nous parler de la Sagrada Familia, qui vient faire le lien justement entre patrimoine, innovation. Donc c'est vraiment l'objet. On parle bien de la pierre massive dans la construction nouvelle parce que on sait qu'elle existe effectivement dans la restauration des monuments historiques. Si les archéologues avaient des outils un peu plus performants de temps en temps, on verrait que ce n'est pas 1000 ans, mais beaucoup plus cette histoire de la taille de pierre. On en revient à Leroi-Gourhan, à cette capacité de tailler les choses, que ce soit de la pierre ou d'autres matériaux. Et c'est aussi la découverte de tous les éléments que offre notre Terre dans le tableau de Mendeleïev pour formuler des choses qui nous permettent d'habiter agréablement ensemble et d'avoir des lieux de rassemblement comme aujourd'hui. Et donc, nos amis espagnols avaient tenu hier un autre colloque qui s'appelle Construire en Piedra Hoy. Donc voilà, pour montrer que les choses, encore une fois, elles se font simultanément dans d'autres pays et que nous sommes heureux de contribuer avec nos modestes moyens d'entreprise à ce genre de rassemblement qui dit que ça existe, que c'est possible et qu'encore une fois, à partir du moment où qu'un cerveau humain est en capacité de voir quelque chose, ça veut dire qu'il est réalisable dans la 3 dimensions. Merci. Voilà. C'était juste, alors je ne sais pas s'il y a des dernières questions avant de passer la parole à Michel Coutel pour venir conclure cette journée dans les temps. Et nous nous arrêterons sur le tableau de Mendeleïev. Merci beaucoup. Merci. Donc, avant de conclure, je voudrais faire une petite remarque en tant qu'architecte des monuments historiques. Alors, je vais faire un peu le père Fouettard, mais à Issy-Moulineaux, on nous a filé un temple grec sans fronton. Et là, on nous présente un fronton dont la pente est un peu exagérée. Alors, pour être plus sérieux, voilà, donc on va conclure cette belle journée, donc la 4e, hein, puisque voilà, on résiste dans le temps. Alors, ce que je note aujourd'hui, c'est quand même une présence dans les exposés et dans les questions beaucoup plus importante et aiguë de la part des ingénieurs. Voilà, par rapport aux sessions précédentes. Enfin, c'est très important parce qu'évidemment, il y a beaucoup d'architectes qui pensent à construire en pierre, ont le désir, voilà, peut-être simplement mais un peu superficiel par l'esthétique, mais ils vont travailler avec un bureau d'études qui n'a jamais travaillé sur la pierre, qui leur dit mais non, ça se fait pas, puis tac, ça se bloque. Et puis on passe à autre chose, il y a toujours une alternative. Et le fait qu'il y ait des ingénieurs, alors idéalement en étroite collaboration avec des bureaux de contrôle, parce que tout se passe là, que ça puisse libérer les architectes et les maîtres d'ouvrage dans le fait d'aller dans cette direction. Donc voilà, je trouve ça très, très positif. Les projets d'architectes, les interventions des entrepreneurs, c'est assez classique dans ces journées, mais aujourd'hui, on avait une densité
en ingénierie qui était plus forte, hein, donc dans les présentations et dans les questions. Voilà. Donc c'est ce que je retiens de cette journée. Et puis demain on va commencer à réfléchir à la prochaine session qui aura lieu dans 2 ans. Voilà, je remercie tout le monde, tous ceux qui sont venus souvent très loin. Merci.